Peut-être une petite question pendant que le suivant s'installe. Le suivant, qui sera le docteur Aounzou, sur une cause rare de dystrophie de Cornet. On est toujours interpellé par l'ortho dans son concept sur la durabilité au cours de la journée. Et donc, on a, et c'est la question redondante, hein, cette question concernant la perte, par exemple, de l'effet en soirée, qui peut être pénalisant pour les patients, hein, de se retrouver au volant de sa voiture avec un peu moins bien le soir que le matin. Ouais, on peut aller jusqu'à 9 heures, avec une bonne acuité visuelle. Mais tout dépend du nombre d'heures de port pendant la nuit. Ah oui. Plus le nombre est moins important. Ouais, plus... C'est un procédé qui traîne et qui a quand même du mal de trouver ces barrières. L'intérêt, c'est peut-être l'aide à la stabilisation. Oui. Bon, docteur Aounzou. On passe à docteur Benis dans ce cas-là. Benis. Docteur Benis. On va passer dans la navette suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si on appelle par exemple docteur Daoudi ou docteur Dichi, oui, si vous avez chargé votre présentation, on peut peut-être être dans la continuité. Très bien. Donc on va parler d'une atteinte cornéenne qui n'est que la petite partie visible de l'iceberg. Pour Dr Lararfi, en attendant qu'elle s'installe, est-ce qu'on a une idée sur l'évolutivité de la myopie lorsqu'on arrête l'orthokératologie? Donc est-ce qu'on sait l'histoire naturelle de la myopie après arrêt de faire l'orthokérato? Et ma question, c'est dans le sens, est-ce que par exemple, quand le jeune à qui on a fait l'ortho pour arrêter la myopie évolutive atteint l'âge de 24-25 ans, on a envie de lui faire une chirurgie réfractive, quels sont les délais de respect pour faire cette chirurgie? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de reprise évolutive parce que l'effet mécanique exercé par l'orthokératologie, on va l'annuler? Donc en principe, déjà, vers l'âge de 24 ans, on a une stabilité déjà naturelle de la myopie. Mais bon... C'est moins grave qu'avant, mais c'est pas sûr. Donc on peut pas savoir. Donc normalement, elle a un rôle freinateur de l'évolution de la myopie. Mais il faut, si on prévoit une chirurgie réfractive, il faut arrêter de porter ces lentilles pendant une bonne période et puis faire des contrôles topographiques et voir si... il ne faut pas la faire juste après l'arrêt de l'orthocar. Il faut attendre un petit peu, je pense, à mon avis. C'est ça, c'est parce que quand je dis que je vais équiper en orthokérato, je me dis comment je vais faire si jamais je veux traiter en réfractive ce patient, c'est ça? Il faut attendre un peu. Il faut enlever l'orthocar et attendre un peu. Donc, cher maître, chers collègues, je vous remercie de nous avoir permis de partager avec vous notre petit cas clinique sur une atteinte ophtalmologique qu'on n'a probablement pas l'habitude de voir. Donc, nous avons reçu en juillet de 2010 un patient âgé de 42 ans qui n'a pas d'antécédent particulier selon lui. Donc, il s'est présenté pour un abcès de cornée au niveau de l'œil gauche, qui était hospitalisé en urgence pour ça. Donc, il présentait un abcès de cornée paracentral, en temporal, prenant toute l'épaisseur de la cornée, associé à un hypopion. Son examen clinique, il retrouve par ailleurs au niveau des deux yeux, donc des zones d'amincissement et de nécrose scléroconjonctivale, qui sont de profondeur variable, situées au niveau des zones photoexposées, au niveau des méridiens de 3h et 9h, et qui sont surmontées par ces magnifiques plaques jaunes épaisses et qui sont enchâssées dans la sclère. Donc, devant ce tableau clinique, bien évidemment, on a réalisé en urgence des prélèvements à visée diagnostic microbiologique et on a démarré une antibiothérapie renforcée en urgence. Donc, qui a été bien évidemment adaptée après que les prélèvements ils ont isolé un staphylocoque epidermidis. Par la même occasion, donc, on a réalisé un petit prélèvement d'une plaque qui était détachée en vue d'une analyse anapathe. Son examen anatomopathologique, donc, il a montré un épithélium pavimenteux stratifié qui était surmonté d'un tissu nécrotico-hémorragique. Donc,
on était intrigués par l'aspect de la peau du visage du patient qui présentait de multiples taches hyperpigmentées avec des lésions de l'oreille. Raison pour laquelle nous avons demandé un avis dermato et interniste qui, après un examen clinique complet et paraclinique, donc ils ont retrouvé des taux d'uroporphyrinogène et du coproporphyrinogène qui étaient très élevés, donc permettant le diagnostic d'une porphyrie cutanée tardive avec des complications oculaires. Donc dans ce cadre, on a bien évidemment fait une enquête familiale pour l'examen des frères et sœurs, et sans surprise, le frère y présentait une scléromalacie bilatérale, donc avec une atteinte cutanée qui était beaucoup plus grave, représentée par une hyperpigmentation, une hypertrichose et des cloques, et qui malheureusement n'a jamais fait l'objet de consultation, vu qu'on vit dans une région assez ensoleillée et qu'à la limite c'était pour lui normal. La sœur, quant à elle, elle présentait que quelques petites taches hyperpigmentées avec un panguicula bilatéral. Donc, nous avons mis l'évolution après traitement. Donc, le traitement, il a permis l'amendement de l'infection, mais l'évolution, en revanche, a été malheureusement marquée par un amincissement cornéen très important avec desmétocèle. Donc, en collaboration avec les dermatologues, nous avons entamé un traitement de fond à base d'antipaludéens de synthèse qui ont permis une cicatrisation lente, certes, mais donc une cicatrisation des zones de nécrose sclérale. Donc, les porphyries cutanées tardives sont des maladies métaboliques qui sont secondaires à un déficit dans un ou des 8 enzymes impliquées dans la biosynthèse de l'hème. Donc, c'est des mutations dominantes ou récessives d'un des gènes codant pour ces enzymes, donc qui sont à l'origine d'une accumulation et d'une excrétion quantifiable en porphyrie. La porphyrie cutanée tardive, elle occupe une place particulière parmi ces porphyries. Donc, il est lié à un déficit en uroporphyrinogène décarboxylase, et c'est la plus fréquente d'ailleurs. On en distingue 3 types selon le site majeur d'expression du déficit enzymatique, hépatique, érythropoïétique et exceptionnellement hépato-érythropoïétique. Donc, leur physiopathologie est encore incomplètement élucidée, mais leurs manifestations cliniques sont liées à une réactivité des porphyrines aux rayons lumineux. Donc, ces métabolites qui sont présents au niveau des zones photoexposées, notamment la surface oculaire, donc ils absorbent un rayon lumineux entre 400 et 410, génèrent des radicaux libres qui sont hautement réactifs, qui activent le complément et les mastocytes et génèrent des lésions photoinduites. Donc, les manifestations, bien évidemment, sont principalement dermatologiques et qui peuvent être, qui sont représentées par des cloques, des érosions, une hypertrichose et qui peuvent être parfois dramatiques et défigurantes. Cette pathologie atteint également d'autres systèmes, donc notamment le système gastro-intestinal et notamment le système neurologique. Donc, l'atteinte, elle peut être non seulement défigurante, handicapante et même parfois létale. Sur le plan ophtalmologique, donc nous avons peu l'habitude de gérer ce genre de pathologie, vu que les atteintes ophtalmologiques sont rares et peu connues. Donc, elles sont liées à la présence de porphyrine dans les larmes et qui génèrent les lésions phototoxiques. Donc, les lésions, ils siègent au niveau des zones photoexposées des paupières, la cornée, la conjonctive et la sclère, bien évidemment. Et plusieurs ont été décrites. Si on suspecte un diagnostic de porphyrie, le diagnostic il est assez simple. Bien évidemment, après un interrogatoire et un examen complet, le diagnostic il est confirmé par un dosage des porphyrines et de leurs précurseurs dans les selles et les urines. Donc, après, le traitement il comporte 2 volets. Un énorme volet préventif qui consiste surtout en la protection solaire efficace, c'est-à-dire lunettes, chapeaux, écran solaire, vêtements, gants, tout est efficace. Donc, il faut bien évidemment associer un lavage oculaire et des instillations fréquentes de mouillants qui permettent d'éliminer par effet mécanique les porphyrines accumulées sur la surface oculaire. Le traitement des complications oculaires dépend des manifestations locales. Et le traitement de fond est basé principalement sur les phlébotomies ou les antipaludéens de synthèse. Donc, ces derniers permettent une rémission aussi bien clinique que biochimique qui est comparable à celle obtenue par les phlébotomies. Alors certes, c'est une pathologie rare, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais il faut savoir y penser. Parce qu'en être averti permettra un jour probablement d'éviter que ça ne se transforme en ça. Et je vous remercie. C'est ce qu'on appelle un joli cas clinique. Alors, c'est loin d'être aussi rare qu'on ne le pense, en vérité. Vous verrez si vous avez le plaisir de nous rejoindre au Club Cornet de l'ASFO, qu'on a également des cas rapportés. C'est ce qu'on appelle un joli cas clinique, si je peux me permettre, bien documenté et bien discuté. Bravo, on est dans le format. Pas vrai, messieurs ?
Et là, on appelle l'équipe